L'heure libre, Sud Radio, parlons vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, 1 heure de décryptage de l'actualité entre 12h et 13h le samedi, 1 heure pour comprendre notre monde, 1 heure aussi en compagnie de l'excellent Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie. Je suis ravi de vous retrouver. Quand vous dites des compliments comme ça, Stéphane Simon, c'est toujours flatteur. Mais non, je le pense vraiment. Dans la deuxième partie de l'émission, on va se demander si les opérations en cours au Liban vont conduire à une généralisation du conflit au Proche-Orient. Nous en parlerons avec le géopolitologue Alexandre Delval et Simon Moss, le fondateur d'Inmedia Plus. Mais tout de suite, nous allons saluer nos deux premiers invités. Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat enseignant. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Sacoun, président d'Unité Laïque. Bonjour également. Bonjour à vous. Bonjour, nous allons parler de Samuel Paty, souvenez-vous, le 16 octobre 2020. Cela fera 4 ans, jour pour jour, que le professeur de Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre prochain, a été poignardé, décapité devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine. 4 ans plus tard, où en est le procès des complices présumés de Abdullah Anzorov, l'assassin de Samuel Paty? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans les collèges pour la sécurité des professeurs? Nous allons parler de tout cela. Mais je signale en ouverture de cette émission 2 informations importantes. Le 16 octobre prochain, la chaîne C8 va diffuser un documentaire exclusif sur le combat pour la vérité de sa sœur, Michaëlle Paty, en prime time, donc aux alentours de 21h15. Et ce même jour, il y aura une soirée hommage à la mairie du 9e arrondissement de Paris, qui aura lieu aussi en présence de Michaëlle Paty et de Jean-Pierre Sacoun, que nous avons salué à l'instant. L'entrée y est gratuite. Vous avez participé d'ailleurs à ce documentaire événement, Jean-Pierre Sacoun, et vous participerez, je le disais, à cette soirée hommage. Je voudrais commencer par vous poser une question simple. Pourquoi est-ce important de célébrer la mémoire de Samuel Paty 4 ans après la tragédie? Jean-Pierre Sacoun. Bonjour de nouveau. Ce qui s'est passé avec Samuel Paty est un tournant dans la République. La République, c'est d'abord la citoyenneté. Et comme le disait Ferdinand Buisson, le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains. Et dans notre société française et républicaine et laïque, les républicains, ils se font à l'école. Et donc s'attaquer à l'école de la République, et s'attaquer qui plus est au cœur du cœur, c'est-à-dire à un professeur d'histoire, géographie, parce que dans son cours d'enseignement civique, il avait parlé de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. Je crois qu'on ne peut pas être plus au cœur. S'attaquer à ça, c'est radicalement s'attaquer à tous nos principes et à toutes nos valeurs. Et donc Samuel Paty, Dominique Bernard depuis, sont effectivement des héros du quotidien, des héros de la République, des vrais héros, des modestes, des gens qui ne demandaient pas à être vus, mais qui faisaient leur travail de fabricants de républicains. Et le fait que l'islamisme, avec sa capacité de compréhension symbolique du monde, s'attaque à ça, c'est véritablement insupportable pour tous les citoyens français, quelle que soit leur confession ou leur croyance. Merci. Alors, on a appris lundi que Laurent Brosse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine, avait décidé, ou plus exactement que le conseil d'administration du collège du Bois d'Aulne allait être rebaptisé collège Samuel Paty. Alors, c'est pas encore tout à fait fait parce que le conseil d'administration de l'établissement a voté pour, mais il y a encore à entériner la décision avec le département. Bon, on peut estimer que ça va quand même se faire. Et Jean-Rémy Girard, vous qui êtes à la tête d'un syndicat d'enseignants, vous trouvez que c'est un symbole important de rebaptiser le collège du Bois d'Aulne en collège Samuel Paty? Oui, c'est évidemment un symbole important. C'est déjà pour la mémoire de Samuel Paty. C'est aussi pour rappeler ce qui s'est passé dans cet établissement. Et j'allais dire aussi rappeler que on est toutes et tous, enseignants, personnel de l'éducation nationale, en train de continuer le cours que Samuel Paty ne peut plus continuer lui. Et donc effectivement, il ne s'agit pas ici d'une figure comme ça peut être Jean Jaurès, Georges Brassens, voilà. Mais là, on est sur quelqu'un de l'éducation nationale qui faisait son travail, qui a été tué parce qu'il enseignait. C'est quand même quelque chose qui n'était pas arrivé en France, ouais. Pour voilà, dire, un professeur qui meurt comme ça parce qu'il enseignait. Et effectivement, c'est très important que la mémoire de Samuel Paty soit conservée à l'éducation nationale et soit conservée
dans l'établissement où il enseignait. Alors, évidemment, on pourrait dire 4 ans après les faits, quand même, on voit que la décision n'a pas été simple à prendre. Est-ce qu'il vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous demander, Jean-Pierre Sakoun? Oui, il ne faut pas être sans pitié avec l'éducation nationale. On a suffisamment de reproches à faire à la hiérarchie, en particulier en matière de, entre guillemets, pas de vague, cette expression qui est devenue si courante et si célèbre, pour ne pas lui en vouloir quand elle fait les choses. Que ce collège soit nommé Samuel Paty 4 ans après, c'est-à-dire finalement au moment où le dernier élève de 6e présent lorsque les faits se sont produits a quitté le collège. Bon, nous aurions préféré que ce fût avant, mais ça n'est pas très grave. D'accord. En revanche, ce qu'il faut, c'est continuer partout à le faire. Ouais. Dans les collèges, dans les villes, partout. Je crois d'ailleurs savoir que vous vous battez beaucoup aux côtés de Michael Paty pour qu'un certain nombre d'initiatives comme ça, alors à l'échelle des municipalités, soient prises, que ce soit un square, que ce soit une rue, une avenue, peu importe, il faut célébrer la mémoire de Samuel Paty et vous œuvrez en ce sens. Alors, je vous parlais tout à l'heure du documentaire diffusé par C8, Les derniers jours de Samuel Paty, le combat de sa sœur pour la vérité, où vous participez d'ailleurs, Jean-Pierre Sakoun. Je voudrais qu'on en écoute un premier extrait. Michael Paty raconte les circonstances où elle a revu le corps de son frère en chambre mortuaire. Elle se souvient de cette journée d'octobre 2020, quelques heures après la mort de son frère. C'est évidemment bouleversant et juste après, vous entendrez un court extrait de l'hommage rendu par le président de la République prononcé à la Sorbonne. Quand je l'ai vu sur cette table en métal froid, avec cet halo lumineux au-dessus de lui, et des détails que je ne savais pas avant de pénétrer dans cette pièce, c'est qu'il a été aussi massacré avec des plaies délabrantes au niveau du visage, ce qui fait que je ne l'ai pas reconnu. Et moi, je suis resté fixé à le regarder, et ma mère répétait en boucle « Ils me l'ont massacré, ils me l'ont massacré, ils me l'ont massacré ». Nous sommes d'abord et avant tout des citoyens unis par des mêmes valeurs, une histoire, un destin. Alors Jean-Pierre Sakoun, justement, on a envie de vous demander qu'est-ce que la République française a fait de cette mort? Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après assassinat de Samuel Paty? Il me semble qu'il y a un avant et un après, au moins pour les citoyens français, qui ont pris conscience soudain du danger qui pèse sur la liberté, sur cette ère de liberté qui flotte sur notre pays depuis toujours et qui en fait souvent un modèle enviable pour de si nombreux pays dans le monde. Je rappelle souvent que lors de la révolution de Maïdan en Ukraine en 2014, les Ukrainiens chantaient la Marseillaise en français. Ça veut dire énormément de choses. Et donc de ce point de vue-là, oui, bien sûr, nous sommes tous marqués par cela. Que l'éducation nationale n'est pas fait assez, ça me paraît une évidence, mais vous savez à quel point nous revenons de loin en termes, je vais réutiliser l'expression de pas de vague, ouais, en termes de refus d'affronter le réel pour surtout ne pas réveiller des choses qui pourraient être difficiles à contrôler. J'en ai des dizaines d'exemples encore cette semaine dans nos actions. Mais l'État, l'éducation nationale, en particulier sous l'aiguillon de Michael, parce qu'il faut reconnaître à Michael cet extraordinaire choix d'avoir consacré désormais sa vie à rappeler et à faire entendre la profondeur du mal qui nous touche et la manière dont nous devons la combattre. Sous l'aiguillon de Michael et avec notre aide modeste à tous, oui, nous sommes en train de faire bouger les choses, mais c'est tellement lourd. Oui, alors je profite de votre présence, Jean-Rémy Girard, vous qui représentez les enseignants, pour vous demander qu'est-ce qui a changé au sein des collèges de France depuis l'assassinat de Samuel Paty. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé. Ouais. Effectivement, on a eu beaucoup de discussions à la suite sur la sécurisation des établissements, même si Samuel Paty, ça ne s'était pas passé dans l'établissement. Néanmoins, on avait quand même laissé entrer, lors d'un rendez-vous parental, une personne fichée S qui n'avait a priori rien à faire à l'intérieur du collège. Bien sûr. C'est des discussions qui ne sont pas allées très loin, dans le sens où on a connu une valse des ministres à l'Éducation nationale, donc quand même quelque chose qui n'a pas permis une continuité. Et parce qu'on rentre ici dans un domaine qui est toujours un domaine très compliqué, c'est le rapport entre l'État et les collectivités locales, puisque c'est bien beau de discuter au ministère de ce qu'on doit faire pour la sécurisation, sauf que c'est les collectivités locales qui payent et qui équipent. Et donc, autant de collectivités, autant de façons de faire. Une chose qui a changé,
Ça, nous, on le constate parce qu'on accompagne de plus en plus de collègues. Le SNALC, on a une cellule juridique, on a un partenariat avec un cabinet d'avocats. C'est ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. C'est quelque chose qui était quasiment inconnu à l'éducation nationale. La notion de protection fonctionnelle, c'est quelque chose qui est lié à la fonction publique. On peut demander la protection fonctionnelle à son employeur. Oui, concrètement, pardon. Un avocat, c'est-à-dire par exemple avoir un avocat, connaître ses droits quand on est menacé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, c'est ça qui a changé? C'est deux choses, la protection fonctionnelle. Ouais. C'est d'une part, effectivement, que l'institution, votre employeur, va vous, va vous payer vos frais d'avocat, mais c'est surtout qu'elle s'engage à vous protéger. C'est important, ça. Ce qui signifie que ces choses-là, la plupart des profs l'ont découvert après le meurtre de Samuel Paty, et qu'avant, c'était même pas imaginable. On a des statistiques là-dessus. Le nombre de demandes et d'acceptation de protection fonctionnelle ne cesse d'augmenter année après année. Nous, on demande qu'elle soit automatique, comme elle peut l'être dans d'autres corps de la fonction publique d'État. Néanmoins, là, on est dans des taux qui sont entre 70 et 80% d'acceptation, qui sont déjà des taux importants. Ce qui veut dire qu'on ne la demande pas pour rien, très clairement, et que d'autre part, c'est absolument nécessaire de la demander. 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, qu'est-ce qui a changé vraiment? C'est la question de ce matin. On continue d'en parler tout de suite sur Sud Radio avec nos invités. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi midi pour décrypter l'actualité sur Sud Radio avec Jean-Marie Bordry. Toujours Stéphane Simon. Avec Jean-Pierre Sacoun, président d'Unité Laïque, et Jean-Rémy Girard, président du SNALC, un syndicat enseignant. Il y a 4 ans, à l'issue de 11 jours de mensonges, d'appel à la haine contre le professeur d'histoire-géographie après un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression où le professeur avait montré des caricatures de Charlie Hebdo, eh bien Samuel Paty était poignardé et décapité par un terroriste islamique, Abdullah Anzorov. Le procès de ses complices présumés arrive prochainement aux assises de Paris. Ce sera au mois de novembre prochain, un procès qui va durer plusieurs semaines. Jean-Pierre Sacoun, qu'est-ce que vous attendez de ce procès qui va avoir lieu à partir du début du mois de novembre, je le disais, jusqu'à mi-décembre à peu près? Bien, évidemment, le perpétrateur principal de cette horreur est mort. Ses complices vont être jugés, alors ses complices directs, et puis surtout, tous ceux qui ont attisé la haine, tous ceux qui se sont servis de cette affaire qui n'existait pas pour mettre en danger la vie d'un homme, avant toute chose, pour détruire une famille et pour tenter d'intimider la République. Parce que c'est ça qui est terrible. De la même façon que la mort des caricaturistes de Charlie a voulu intimider la République. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Il faut que ce procès soit une affirmation claire que nous ne reculerons pas devant l'exigence haineuse de la fin de notre propre liberté. C'est à ça que sert ce procès. Alors, je rappelle que ce drame va partir d'un mensonge originel d'une jeune fille qui dit qu'elle a assisté au cours de Samuel Paty et qui dit que l'enseignant a stigmatisé, entre guillemets, les élèves musulmans et les a forcés à regarder les caricatures de Charlie Hebdo. Évidemment, cette jeune fille n'était pas en cours et tout est faux au départ. Mais dans son cette père affaire. Va la croire. Mais son père va la croire et son père va appeler à la haine et à désigner, va jeter en pâture le nom de Samuel Paty, va jeter en pâture l'adresse du collège, etc. Alors Jean-Rémy Girard, est-ce que montrer des caricatures de Charlie Hebdo en prenant des précautions, comme l'a fait Samuel Paty, qu'est-ce que ça avait de gênant sur le fond? Je rappelle qu'on parlait d'un cours sur la liberté d'expression, donc un cours sur l'esprit critique, sur la liberté d'expression, tout ça, c'est au programme. Oui, c'est tout à fait au programme. Il y a des programmes d'enseignement moral et civique. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui, évidemment, fait partie des notions qu'on enseigne, puisque l'un des objectifs de l'enseignement moral et civique, c'est d'amener nos élèves vers la citoyenneté, vers la connaissance de la République, de ses principes, de ses valeurs. Donc, ce que faisait Samuel Paty, alors il a choisi là où les caricatures qu'il souhaitait, sans aucun doute d'autres professeurs en auraient choisi d'autres, etc. Mais peu importe. On peut rappeler d'ailleurs que ces ces caricatures, elles sont sur le réseau Canopé, c'est-à-dire elles sont accès sur simple clic. C'est du matériel pédagogique mis à disposition. C'est tout à fait du matériel pédagogique et c'est assez logique d'ailleurs de s'en servir, puisque c'est effectivement quelque chose qui avait, qui a fait l'histoire finalement, évidemment, de notre pays. Absolument. Aussi, ça a été un événement extrêmement marquant, bien sûr, en 2015. Et ça paraît
j'allais même dire, ça paraît pas idiot, d'enseigner à des élèves qui n'ont pas forcément la connaissance de ce qui s'est passé à ce moment-là, que la liberté d'expression, la défense de la liberté d'expression, c'est effectivement aussi des dangers, des risques, et il le fait de façon très pédagogique, Samuel Paty, puisqu'il fait une colonne de droite, être Charlie, ne pas être Charlie, et il demande à chacun d'exprimer ses réserves, ou en tout cas les arguments qui permettent comment dirais-je, d'appréhender ce qu'a fait Charlie Hebdo. Oui, ça figure même, j'allais dire, dans les recommandations des programmes d'enseignement moral et civique de l'époque. C'est le débat réglé, par exemple. C'est effectivement des choses, on fait 2 colonnes, on est supposé faire s'exprimer les élèves, ce qui n'est pas toujours évident quand ils sont 30, on ne va pas se le cacher, mais on est censé effectivement pouvoir débattre. C'est aussi quelque chose de compliqué, c'est-à-dire que Samuel Paty, il avait, j'allais même dire, un certain courage à attaquer cette question-là de la manière dont il le faisait. Justement, on va se parler très franchement, puisqu'on est sur Sud Radio, parlons vrai. Est-ce que aujourd'hui, il y aurait encore des professeurs pour faire ce cours? Soyons vraiment honnêtes, est-ce qu'aujourd'hui, les professeurs n'ont pas tendance à s'auto-censurer? Alors, je ne crois pas qu'on puisse faire de généralité sur les professeurs, ils s'autocensurent ou ils s'autocensurent pas. Moi, j'ai des collègues d'histoire géo dans mon lycée qui enseignent l'enseignement moral et civique et qui font des choses tout à fait comparables. Et d'ailleurs, on fait des choses assez ressemblantes pour célébrer, enfin pas célébrer, mais en tout cas pour rappeler la mort de Samuel Paty. Nous, on propose au SNAL quand même des bibliographies, des documents, de la documentation pour le 16 octobre, pour pouvoir faire quelque chose en classe. Ça se fait. Est-ce qu'il y a de l'autocensure ? Certainement. La difficulté, nous, organisation syndicale, qu'on peut avoir, c'est que si un enseignant s'autocensure, son premier réflexe, ça va pas être de nous contacter pour nous dire qu'il s'autocensure, généralement. Donc nous, de la position où on se trouve, on est en incapacité de savoir l'ampleur de l'autocensure. Jean-Pierre Sakoun, qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'autocensure des enseignants? On se souvient qu'un sondage paru en 2022 disait que presque 1 professeur sur 2 pratiquait l'autocensure et préférait ne pas aborder les sujets qui fâchent. Elle est évidemment là, je comprends que M. Gérard ait plus de difficulté à en parler pour des raisons évidentes, mais cette autocensure, elle est là. De la même façon que, a-t-on vu depuis 2015, à part Charlie, un autre organe de presse en France publiait des caricatures représentant le prophète de l'islam? Non, l'autocensure, elle est là. Et elle est d'ailleurs parfaitement décrite dans ses méandres et dans ses pratiques par Yanis Roder, membre du Conseil des sages de la laïcité, dans son livre « Préserver la laïcité, les 20 ans de la loi de 2004 ». Yanis, qui est professeur d'histoire géo en collège en banlieue parisienne depuis 20 ans, qui sait de quoi il parle. Cette autocensure, elle est là. Et je dirais que c'est probablement le danger le plus grave qui nous menace. C'est quand nous renonçons nous-mêmes à notre liberté parce que nous avons peur. Et comment en vouloir aux enseignants d'avoir peur? Comment en vouloir aux enseignants dans une situation dans laquelle quelque chose d'inimaginable se produit pour la démocratie française, le fait que des professeurs puissent parler peut leur coûter la vie. C'est ça qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable. Et c'est à cela que devrait s'attacher l'État, c'est écraser cette capacité de pousser les gens à se censurer eux-mêmes. Alors, il y en a une qui n'a pas peur de la censure et qui n'a pas peur de mener le combat, c'est Michaël Paty, la sœur donc de Samuel. Je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait du documentaire qui lui est consacré, qui va être diffusé prochainement sur C8 le 16 octobre. On l'entend interpeller dans cet extrait les sénateurs, demander une commission d'enquête sur les défaillances de l'État, les manquements au devoir de protéger les fonctionnaires de l'éducation nationale. On entend là vraiment les mots de la combattante. Je dédie ce texte à celui qu'on n'a pas sauvé, Monsieur Dominique Bernard. Mon frère a été décapité le 16 octobre 2020. 3 ans après, il est temps de réaliser que la fameuse phrase lancée par Monsieur Blanquer « Il y aura un avant et un après Samuel Paty » n'a pas eu les effets attendus. J'en veux à ces éternels adeptes de l'idéologie du pas de vaguisme, ceux qui sont les premiers à se mettre à genoux et à regarder tomber ceux qui sont restés debout. Se murmura à l'oreille « Ah, tu vois, on a bien fait de se coucher ». Mon frère a été reconnu par certains et à tort coupable de déloyauté. Le coût de sa désobéissance sera qu'il finira seul et que l'État n'en aura pas sa part du contrat social en lui assurant protection.
Combien de temps vous faudra-t-il pour comprendre que la culture de l'alibi, soit religieuse, soit ethnique, est utilisée pour commettre les pires exactions ? Le dernier condamné à mort pour blasphème en France n'est plus François-Jean Lefebvre de la Barre, exécuté en 1766 à Abbeville. C'est désormais Samuel Paty, exécuté en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Quand on vient du peuple et qu'on a l'opportunité de pouvoir monter au Sénat pour pouvoir leur dire ce qui ne va pas, moi je l'ai vécu déjà comme une chance au départ. J'étais sereine. Je savais ce que je voulais dire. Je savais que ce que j'allais dire, c'était la vérité. Et je pense que quand on dit la vérité, en fait, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Oui, Jean-Marie. Justement, parce que les mots qui sont prononcés sont très forts. On a beaucoup dit ce qui avait changé, notamment, et la prise de conscience des preuves de pouvoir devenir un jour victime de violence dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Mais il n'y a pas eu que ça dans cette affaire. La solitude de Samuel Paty dans ces derniers jours, vous la racontez, Stéphane, dans votre livre. Et certains profs, ses collègues, dans ce collège du Bois-d'Aulne, l'ont lâché, lui ont fait des reproches à Samuel Paty dans les derniers jours, lui ont reproché d'avoir donné ce cours-là sur la liberté d'expression. Certains lui ont dit qu'il aurait dû s'excuser. Est-ce qu'on en est conscient au sein de la communauté des profs que parfois on peut lâcher ses collègues, que c'est déjà arrivé et qu'il faut être attentif à ceux qui un jour peuvent se retrouver dans une histoire pareille, Jean-Rémy Girard? Je crois que ça a fait un petit peu réfléchir. Effectivement, je pense que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui s'imaginaient pas comment ça allait finir. Et je pense que d'ailleurs, ça doit être aussi quelque chose de se dire les derniers échanges que j'ai eus avec lui, c'était pour lui demander de s'excuser. Ça doit piquer quand même. Ça doit piquer, très clairement. Au-delà de ça, on a effectivement, on est dans une société où tout le monde n'a pas le même point de vue. Ce qui est normal. Sur ce qui en soi est normal, sur des questions comme la laïcité. Nous, on voit que la vision de la laïcité, j'allais dire à la française, évolue beaucoup chez les plus jeunes. Et les plus jeunes, ils arrivent aussi à l'éducation nationale, comme assistants d'éducation, comme jeunes professeurs, et qu'il y a des divergences d'opinion, des divergences sur ces questions-là, comme d'ailleurs sur d'autres. Nous, ce qu'on pense, c'est que tant qu'on est effectivement dans un débat intellectuel, calme, apaisé, on est parfaitement en droit de ne pas être du même avis. Est-ce que les profs savent maintenant qu'ils doivent serrer les rangs autour de leurs profs d'enseignement moral? Il y a une espèce de devoir de solidarité avec les professeurs. Il y a quand même quelque chose qui s'est vu chez les enseignants et aussi d'ailleurs chez les élèves. Moi, je me souviens dans mon lycée, quand on a eu la mort de Dominique Bernard, où pour une fois l'éducation nationale nous a laissé du temps pour en discuter, pour savoir comment on voulait gérer ça. Dans le second degré, l'école primaire a dû se débrouiller comme elle pouvait. Et effectivement, on a décidé de faire ça publiquement avec tous les élèves. Et finalement, tout le monde a été extrêmement respectueux. Alors, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous. Je rappelle que C8 en prime time à 21h15 diffusera un documentaire important le 16 octobre, mais qu'il y a également une soirée à Paris, à la mairie du 9e arrondissement, pour rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty avec Jean-Pierre Sakoun d'Unité Laïque. Et Jean-Pierre Sakoun, justement, dites-nous comment on fait pour participer à cette soirée. Je rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Et merci de me donner l'occasion d'en parler. Cette soirée, donc, avec Michael, comme vous l'avez dit, qui verra intervenir diverses personnes, qui nous verra regarder le documentaire dont vous avez parlé, et qui verra intervenir aussi notre amie Sophia Aram, est une soirée soutenue massivement par la quasi-totalité des associations du collectif laïque national, qui représentent à elles toutes plus de 150 000 membres et qui sont des associations qui défendent la laïcité républicaine qui est la nôtre. Et je les en remercie énormément. Et on s'inscrit. Le lien d'inscription, le plus simple, allez sur unitélaïque.org. Alors ça s'écrit en un seul mot, sans accent, sans tréma. Parfait. Unitelec, quelque sorte, .org. Et vous aurez le lien d'inscription. Venez nombreux. Nous passerons une soirée de solidarité absolument formidable et nous devons ça aux enseignants de notre pays, à Samuel et à Michael. Merci Jean-Pierre Sakoun. Dans un instant, nous parlerons avec nos deux invités de la situation au sud-Liban. Bombardement incessant depuis lundi. Israël est déterminé à se débarrasser du Hezbollah, contrôlé par l'Iran. Le conflit avec le Hamas va-t-il embrasser toute la région? On en parle tout de suite avec nos invités sur Sud Radio. L'heure libre.
Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi midi sur Sud Radio pour regarder, écouter l'actualité à la loupe. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours Stéphane Simon. Et avec nous, Alexandre Delval, professeur en géopolitique à l'IPAG, auteur de Vers un choc global, la mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artilleur. Et avec nous également, André Berkoff, bien connu évidemment des auditeurs de Sud, mais ils connaissent moins les attaches d'André Berkoff avec le Liban. André, vous êtes né au Liban, vous avez grandi au Liban, vous êtes un enfant du Liban, car c'est bien du Liban et des événements qui s'y passent dont nous allons parler. Un coup de tonnerre ce matin après l'opération de l'armée israélienne hier, avec ses bombardements massifs sur le quartier général du Hezbollah. Eh bien, on apprenait que la mort du chef historique Hassan Nasrallah est désormais quasiment une certitude. André Berkoff, on ne se rend pas nécessairement compte, vu de France, de ce qui se passe, qui est essentiel. L'armée du Hezbollah est décapitée, son chef et son commandement éliminés. Mais qui est Hassan Nasrallah pour que les auditeurs comprennent bien? Alors d'abord, Hassan Nasrallah est le chef historique évidemment du Hezbollah. On le considérait comme d'ailleurs absolument inoxydable et je dirais presque inexpugnable, puisque ça fait des années qu'il était effectivement d'abord sur la liste même terroriste des Américains et sur la liste des cibles des Israéliens. Et puis ça fait des années, effectivement, c'est pas nouveau, mais c'était très important. Et surtout, ce qu'il faut dire pour bien comprendre pour les auditeurs, c'est que Hassan Nasrallah était chiite, représentait en tout cas une bonne partie, si en majorité, de la majorité chiite du Liban, qui est très liée évidemment à l'Iran, qui est l'État chiite, l'État islamique, en tout cas chiite. Le Moyen-Orient. Donc, en deux mots, il faut savoir que pour le Liban, vous savez que le Liban multiconfessionnel, multiculturel, avec tout ce que ça comporte pour le meilleur et hélas pour le moins bon, le président est maronite, chrétien maronite, le premier ministre est sunnite, musulman sunnite, et le président de l'Assemblée nationale est chiite. Donc, c'est une des communautés les plus importantes du Liban. Ouais. Donc symboliquement, au-delà même du Hezbollah et du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe qui dure depuis un siècle, même avant l'indépendance d'Israël. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important et encore une fois, vous savez très bien, le symbole, la portée symbolique au Moyen-Orient est encore plus importante qu'en Occident. Donc symboliquement, c'est évidemment quelque chose de très important. Très important. Mais alors on se demande comment les Libanais accueillent la mort de Hassan Nasrallah. Alors c'est certainement une mauvaise nouvelle pour les Libanais proches du Hezbollah, c'est-à-dire les Libanais chiites dont vous parliez. Mais on connaît, vous le rappeliez, que ce peuple est composé d'une grande diversité de population, une grande diversité religieuse. Alors est-ce que c'est vraiment pour tous les Libanais une très mauvaise nouvelle, la disparition de Nasrallah? Écoutez, on ne peut pas dire ça. Vous voyez très bien, on a vu sur les réseaux un peu les images, pas seulement au Liban, mais aussi en Syrie et ailleurs, dans le nord de la Syrie, il y a eu, il faut le dire, alors je ne veux pas faire la proportion, ça n'a pas, mais il y a eu des scènes de liesse. Si vous voulez, le Hezbollah, il faut jamais oublier, c'est que le Hezbollah, aujourd'hui, c'est la puissance la plus importante du Liban, y compris militaire. Ouais. Le Hezbollah, la puissance militaire du Hezbollah est supérieure à celle de l'armée libanaise, en tant que telle. Bon, le Hezbollah est libanais, mais enfin, le Hezbollah, effectivement, est très dépendant militairement, financièrement et autres de l'Iran. Ouais. Donc, si vous voulez, on voit très très bien, on a vu depuis hier, qu'il y a effectivement une partie des Libanais, et y compris pas seulement les chiites, qui sont évidemment désolés, et plus que désolés, peut-être catastrophés par la mort du symbole, mais il y a une autre partie, et encore une fois, pas seulement au Liban, chez un certain nombre de Druzes, chez un certain nombre de Kurdes, etc., ce n'est pas du tout, et puis j'ajouterais aussi qu'on a vu en Iran, en tout cas on a vu des images maintenant à contrôler, il y a eu des images où certains Iraniens, qui vous savez, qui sont très opposés au régime des Mollahs, n'ont pas vu ça d'un œil particulièrement triste. Alors, vous restez avec nous, André Berkoff, évidemment. Alexandre Delval, ce qui se passe au Liban, c'est quand même la suite logique de la réponse d'Israël au massacre du 7 octobre à Gaza, dont on est à presque un an de jour anniversaire. Alors, ça aurait pu ne pas l'être, mais il se trouve que le Hezbollah, pour exister,
a besoin qu'Israël frappe le Liban. Donc le Hezbollah s'est mêlé de ce qui lui regardait pas. Il aurait pu rester assez neutre, pas neutre, mais il aurait pu ne pas entrer en guerre contre Israël après le 7 octobre. Mais le lendemain, le 8 octobre, donc il y a un an, le Hezbollah a déclaré la guerre à Israël en disant qu'il irait jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, et que ce serait une guerre totale. Alors il n'a pas été dans la guerre totale, mais il a harcelé les citoyens du nord d'Israël systématiquement, ce qui fait qu'ils ont dû quitter le pays. Et l'objectif de Tsahal, c'est pas forcément de venger le 7 octobre, qui a été commis par une autre organisation, qui est sunnite, qui est très liée, mais qui est différente. C'est plutôt l'objectif réel, c'est faire reculer le Hezbollah de 20, 25 ou 30 kilomètres derrière le fleuve Litani, comme le préconisait la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, après la guerre de 2006. J'étais là-bas comme observateur, et je me rappelle, il y avait eu cette guerre des 33 jours, et qui s'était dans laquelle Israël avait été empêché de finir le travail. Israël pouvait détruire le Hezbollah, son stock d'armes. Elle n'a pas pu sous la pression internationale. Et en échange, on lui a offert une petite consolation. On va demander au Hezbollah de se reculer de 25-30 kilomètres. Ce que le Hezbollah n'a pas fait. Et bien sûr, la FINUL, la force internationale sous casque bleu des Nations Unies, n'a rien fait et a laissé passer les armes. Et le mouvement s'est réarmé en 18 ans, comme plus que jamais. Il est devenu tellement problématique que c'est vital pour les Israéliens de faire reculer, parce que plus une arme est courte, plus elle est difficile à intercepter, même avec des bons systèmes. Donc il faut faire reculer. C'est ça le véritable objectif. Donc c'est pas uniquement le 7 octobre, même si le Hezbollah s'en est mêlé, c'est empêcher la capacité du Hezbollah d'empêcher de vivre les citoyens dans le nord du pays. C'est un tout petit pays, donc les distances sont extrêmement courtes. Mais vous comprenez, André Berkoff, ce changement de paradigme quand même dans la politique israélienne. D'un seul coup, aujourd'hui, Israël affirme qu'elle ne continuera pas à tolérer finalement des mouvements terroristes à la marge, à quelques kilomètres de ses frontières. C'est un changement de paradigme dans la politique israélienne. Je vais vous dire, en fait, ce qui est intéressant pour compléter ce qui vient d'être dit par rapport au 7 octobre, je crois avec le recul que Yahya Sinwar, le chef du Hamas à l'intérieur de Gaza, a entraîné le Hezbollah dans un piège et ils sont tombés dans le piège. Exactement. Parce que les stratégies de l'Iran, du Hezbollah et celles du Hamas sont très différentes. Les stratégies de l'Iran, même s'il a parlé de Israël comme le petit Satan, qu'il faut l'éliminer, on se rappelle d'Ahmadinejad et compagnie, etc., n'ont jamais été jusqu'à la guerre ouverte. En revanche, Sinwar et le Hamas, c'est dans leur charte, etc., il faut éradiquer from the river to the sea, Palestine will be free. Donc, il faut absolument se débarrasser d'Israël, des Israéliens, etc. Chaque pouce de terre et nous appartient et il n'y a aucune raison d'accepter quoi que ce soit. Donc, ce qui s'est passé quand même, il faut le voir. Ce qui s'est passé, c'est que Sinwar, alors évidemment, je ne sais pas si c'est avec l'approbation, on n'est pas en Iran et on n'est pas à Dahi et à de Beyrouth. Je ne sais pas s'il était au courant ou pas, mais même s'il était au courant, Sinwar, c'est le Hamas de son propre chef qui a décidé, parce que lui, il n'a pas le même agenda que l'Iran. Il n'a pas le même agenda que Hezbollah. Et deuxièmement, je voudrais juste dire quelque chose, je crois, du point de vue de la stratégie militaire, c'est très intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier les BIP, les talkie-walkies. On va en parler. C'est fondamental. C'est-à-dire que, en fait, sans vouloir faire des comparaisons qui ne sont pas raison, c'était, si vous voulez, les Hezbollah étaient sur la ligne Maginot, en disant voilà, on va plus utiliser les portables, on va utiliser les beepers pour éviter effectivement les cibles. On a vu les résultats. Ouais. Et donc ils faisaient la guerre de 14-18 alors que ils étaient déjà en 40 les Israéliens. Et je crois que c'est la suite logique. Il faut voir ces deux aspects. Encore une fois, Sinwar a entraîné, je crois vraiment que Sinwar, à l'insu de son plein gré, a entraîné le Hezbollah et l'Iran dans un piège, évidemment, dont Israël a profité. Exactement. Alors, on va continuer à parler de la situation au Liban. On va revenir sur cette opération très spectaculaire qui a précédé, vous le rappeliez, les bombardements cette semaine, l'opération dite des pagers et des talkie-walkies. 3000 petits appareils piégés par les services secrets israéliens. Comment une opération comme celle-là a pu être menée? On en parle tout de suite avec nos invités. À tout de suite sur Sud Radio. L'heure libre,
Sud Radio, parlons vrai. De retour dans l'heure libre sur Sud Radio, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours Stéphane Simon. Et avec nous, le géopolitologue Alexandre Delval, auteur de Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, aux éditions de l'Artilleur, et également André Berkoff, dont on sait les liens avec le Liban et qui est notre grand témoin du matin. André Berkoff, justement, la mort du chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a confirmé ce matin, est évidemment un événement que l'on pourrait dire en bon français game changer. Vous êtes d'accord avec ça ? Game changer, je suis d'accord avec ça, mais avec bémol. Enfin, je veux dire, il faut relativiser. Je ne crois pas du tout que ça va arrêter la guerre, que ça ne va pas arrêter le conflit, que ça ne va pas arrêter les causes profondes du conflit, mais game changer, oui, vous avez raison, dans le rapport des forces. C'est incontestable aujourd'hui que, en fait, tout dépend. Est-ce qu'il va y avoir et quelle réaction du Hezbollah, même s'il est décapité, mais enfin il est là, hein, avec ses armes, ses missiles, ses fusées, et surtout de l'Iran. Et quand je dis Iran, faut aussi penser des Houthis au Yémen et autres. Donc, est-ce qu'il va y avoir riposte ? Ça, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est très très important. C'est-à-dire que, encore une fois, dans ce pays, le Moyen-Orient, où le rapport des forces joue, c'est très très fortement, est-ce que, au fond, s'il n'y a pas de réponse, on se dira, effectivement, c'est un game changer, c'est-à-dire que il va y avoir une période qui va être d'attente, surtout, encore une fois, je rappelle, l'ombre puissante des élections américaines du 5 novembre. C'est évident que ça joue, comme par hasard, pas un rôle mineur. Voilà. Un flottement électoral qui permet beaucoup de choses. D'ailleurs, alors on le précise, hein, la situation évolue de minute en minute. Il est 12h58 en direct sur Sud Radio. Quand on dit que Hassan Nasrallah a été éliminé, sur quoi on se fonde d'abord ? C'est l'annonce de Tsahal, l'armée israélienne. Je cite le communiqué. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été éliminé. Du côté du mouvement, on n'a pas d'officialisation de sa disparition. En revanche, on peut citer ce qu'annonce justement cette source proche du Hezbollah à l'agence France-Presse. Je cite, le contact est perdu avec Hassan Nasrallah depuis vendredi soir. Ouais. Hier soir, puissant bombardement israélien sur le QG du Hezbollah, qui faisait suite donc à d'autres éliminations. Parce qu'à ce stade, on peut le dire, Alexandre Delval, en fait, c'est tout le Hezbollah qui est non seulement paralysé par l'attaque des beepers, mais en fait complètement décapité. Il est décapité dans sa direction. Tous les chefs ont été éliminés. 3000 ont été gravement blessés, avec les yeux blessés, les parties, des organes. Mutilés par l'explosion des beepers. Les bombardements précis ces derniers jours ont éliminé pratiquement tous les autres chefs. Donc, ils ont encore 100 000 hommes, ils ont encore 150 000 roquettes au bas mot. D'autres théories disent qu'ils en ont 250 000. Donc, ils ont une capacité combative énorme. Et je pense qu'un peu comme la mafia sicilienne à l'époque des années 30, il y a une période de flottement. 10 ans après, elle renaît autrement. Il va y avoir une période de flottement dans laquelle Israël a une fenêtre de tir, mais le mouvement n'est pas mort, puisqu'il a 100 000 hommes, au moins 150 000 roquettes. Il a perdu des centaines et des milliers de cadres qui sont remplaçables. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est ce qu'a dit Larijani, le conseiller du guide suprême iranien. Il a dit tout cadre est remplaçable. C'est un aveu finalement que il va y avoir un certain, il faudra du temps pour remplacer ces gens, mais ils vont être remplacés. Il ne faut pas croire un instant que le mouvement est détruit. Il est sidéré psychologiquement, démoralisé, décapité. C'est un traumatisme pour tous les gens qui sont des militants. Sauf en quelques semaines, et c'est ça qui est spectaculaire. Ça fait un an que Israël fait la guerre au Hamas en rasant complètement Gaza, et Israël n'arrive toujours pas à avoir Yahya Sinwar. En quelques semaines, Israël a réussi à avoir le numéro 1 du Hezbollah, tout l'état-major du Hezbollah. Il y a une raison précise. Il y a une raison très technique, très précise. Oui, Sinwar se balade avec des otages israéliens, alors que dans les tunnels du Hezbollah, il n'y a pas d'otages israéliens. Donc, si vous voulez, au Liban, Israël a beaucoup plus la main libre, puisqu'il n'y a pas cette peur de tuer les otages. Sauf que c'est la stupeur, c'est pour ça que je me permets. Ce matin, on avait un témoignage en direct. Mais Sinwar, s'il n'était pas entouré d'otages, on aurait pu mettre mais on avait un témoignage. C'est horrible ce que je veux dire, mais des matériaux style gaz, comme la France du GIGN avait fait pour la libération de la Mecque. Mais c'est à cause des otages qu'on n'a pas tué Sinwar. Personne ne s'attendait à ça au Liban. Ce matin, on avait un témoignage en direct depuis Beyrouth qui disait
disait, pour nous, le Liban était 10 fois plus puissant que le Hamas. Pour nous, le Hezbollah, était 10 fois plus puissant que le Hamas. Mais le Hezbollah n'est pas détruit. C'est sa direction actuelle qui est détruite, mais ils ont tous des numéros 2, des numéros 3. Il va être affaibli pendant quelques mois ou quelques années. Pour illustrer ce que vous dites, Alexandre Delval, on sait que la bombe qui a été utilisée par Tsahal vendredi après-midi, c'est une bombe de plusieurs tonnes qui a frappé le QG du Hezbollah. Une bombe comme celle-là n'est pas utilisée du côté de Gaza, évidemment. C'est une bombe perforante qui a fait un cratère de plus de 20 mètres de diamètre. Donc c'est évidemment un armement très très... Parce qu'il n'y a pas d'otages. Vous voyez, s'il y avait des otages dans le QG, on n'aurait pas pu employer ce bombardement. C'est pour ça, je pense que c'est une victoire extraordinaire pour Israël. C'est une sidération. Ça peut être une fenêtre de tir aussi pour les Libanais qui n'en peuvent plus du Hezbollah. Je voulais justement préciser tout à l'heure que Nasrallah, il a été formé à Najaf. Après, il est revenu au Liban. Après, il est retourné en Iran à Qom. Et donc, il a été formé à la fois dans le centre chiite irakien et ensuite en Iran. C'est un homme de l'extérieur. Il a importé au Liban la doctrine du Velayet Fakir. C'est la doctrine de Khomeini, qui est une doctrine hérétique dans le chiisme. Donc, c'est une greffe extérieure doublement, parce que c'est l'Iran et parce que c'est une greffe d'un schisme duodécimain contaminé pour les spécialistes par le septimanisme, les fameux hachéchides. Parce que Khomeini était un hérétique. Il est condamné d'ailleurs par la doctrine du chiisme officiel. Donc même certains chiites, c'est juste pour rappeler ça tout à l'heure, même certains chiites, comme le disait aussi André Berkov tout à l'heure, il faisait allusion à ça, pas que les chrétiens, certains chiites du sud Liban qui étaient, il n'y a pas très longtemps, encore pro-israéliens, ils étaient dans l'armée du Liban Sud, pro-Israël. Il y a à peine 20 ans, on avait des chiites pro-israéliens. Ceux-ci sont dormants, existent encore, et dans leur cœur, ils se réjouissent que cette colonie iranienne soit démantelée. Alors justement, il faut rappeler que l'Iran, et là je vais passer la parole à André Berkov, l'Iran soutient ce groupe terroriste, le Hezbollah, depuis des décennies. Ça fait 30 ans que Hassan Nasrallah dirige le Hezbollah. Que va-t-il se passer selon vous, qui connaissez bien la région, André? Est-ce que l'Iran peut soutenir le Hezbollah en entrant dans le conflit avec l'Iran, ou est-ce que l'Iran va jouer au contraire la sidération, essayer de ne pas, rentrer plus avant, en rajouter? C'est la question évidemment que je posais et qu'on se pose, qu'Alexandre posait aussi. Si vous voulez, ce qui va se passer aujourd'hui, il faut voir deux choses. Le fond, c'est qu'évidemment l'antagonisme, et vous savez, tous ceux, et dont je fais partie, qui prônent la solution à 2 États, c'est évidemment pas pour demain ni pour après-demain. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, la situation de fond, l'animosité envers Israël, et quand l'animosité, c'est une litote, va durer autant que durera l'État islamique d'Iran. Ça, c'est clair. Avec maintenant, encore une fois, les changements de paradigme que vont apporter les élections américaines, s'ils les apportent. Maintenant, de l'autre côté, encore une fois, je crois que vraiment le plus important, cette sidération, cet état de sidération va durer, ou, comme disaient beaucoup, alors tout le monde disait, même au moment des bips, vous savez, des pagers et des talkie-walkie, ça va être la guerre ouverte. Oui, ça y est, c'est fini, on est parti dans la guerre ouverte, ce que disait Blinken, souvenez d'un certain nombre de gens, Macron appelait à cesser le feu, etc., etc. On a vu ce qu'il en est. Le vrai problème, c'est un rapport de force qui est là. Le Hamas, lui, il est pour l'éradication totale. L'Iran, elle est beaucoup plus, si vous voulez, prudente, parce qu'il y a le régime qui est en jeu. Donc, vraiment, là, c'est qui vivra, verra. J'espère, non pas qui vivra, verra. Oui, bien sûr. Alors, moi, je voudrais, en conclusion, Alexandre Delval, vous demander si Israël a les moyens d'ouvrir aussi un front avec l'Iran. Si demain, l'Iran fait le choix d'entrer dans le conflit. L'Iran, c'est quand même 90 millions d'habitants. C'est plus exactement les mêmes proportions. Et en face, Israël, c'est à peine 10 millions d'habitants. Et une armée de plusieurs centaines de milliers de personnes seulement, entre guillemets. Israël a les moyens de guerre d'État à État de vaincre assez facilement l'Iran. Ça, on peut l'affirmer. Le plus dur pour Israël, c'est l'ennemi asymétrique qui a des roquettes à courte portée, qui harcèle des villages. Et c'est pour ça que le travail de Netanyahou, qui est un travail de long terme, il s'est trompé sur l'anticipation du Hamas, mais il a raison sur un point. Il faut éliminer les 2 fronts. Vous savez qu'il y a 5 fronts anti-israéliens, et les 2 plus proches, c'est bien entendu Hamas, Hezbollah. Son but, c'est
d'éliminer les 2 fronts les plus proches, car le jour où il y a la guerre contre l'Iran, qui va arriver un jour ou l'autre pour débarrasser l'Iran de ce programme nucléaire, il faudra avoir préalablement éliminé les fronts les plus proches, ce qu'est en train de faire Israël, puisque le Hezbollah est sidéré momentanément et le Hamas est détruit au niveau stratégique. Aujourd'hui, les autres fronts, les 3 autres, Iran, Houthi et milices irakiennes, sont plus lointains. Plus le front est lointain, mieux on peut anticiper et intercepter un missile. Donc aujourd'hui, Israël est dans une logique de première étape avant l'intervention contre l'Iran, je l'affirme depuis des années. Mais l'Iran, justement, inventeur des échecs, ne veut pas tomber dans le piège. C'est pour ça que l'Iran ne répond pas et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas d'embrasement. Merci Alexandre Delval d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff de nous avoir éclairé de votre expérience libanaise. Je rappelle votre livre Alexandre Delval, Vers un choc global, la mondialisation dangereuse chez l'artilleur. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, Alain Marty nous entraîne sur la route des vins. Oui, la route des vins de France, le vin de la vigne à votre maison. Tout simplement, c'est ce qu'on vous propose juste après les infos de 13h. Merci de votre fidélité. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.